Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics, et comme à chaque fois, je vais parler un petit peu en détail de chacun des titres, donc je risque de spoiler les titres, donc si vous n'êtes pas à jour ou que vous voulez pas être spoilé sur un titre précisément, eh bien je vous conseille d'aller voir en description, il y a le timer de chacun des titres et à quel moment j'en parle. Et on commence avec une nouveauté. Alors j'avais envie de faire un manga à chaud dessus, mais en fait comme j'ai plus ou moins un planning de manga à chaud et que je vais parler de tel titre à tel moment, bah c'est un petit peu compliqué de foutre un manga dont j'avais pas prévu l'achat et le coup de cœur à la dernière minute. Donc je vais parler vite fait ici et peut-être un de ces cas dans un manga à chaud de Elle ne rentre pas, celle de mon mari. Alors, vous avez plus ou moins compris de quoi ça allait parler. C'est l'histoire d'une femme dont le mari n'arrive pas à la pénétrer. Voilà, c'est plus ou moins ça l'histoire. C'est plus subtil qu'il n'y paraît. Alors, c'est tiré d'un roman qui a été adapté par Netflix en série TV. Alors, je crois que c'est un drama japonais qui est que en sous-titres. Si je dis pas de conneries, j'ai pas encore vu la série. Pour l'instant, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un titre que j'ai dévoré en une nuit. Enfin, j'ai commencé, j'ai dit, oh, je m'arrête pas, je lis tout ça avant de me coucher. C'est super bien, c'est assez tragique. Même si le seul truc qui arrive, c'est que le mari n'arrive pas à pénétrer sa femme, donc y a rien de non plus oufissime, enfin quand je dis oufissime, genre de tragique, y a pas de mort, y a pas de crime, y a rien, mais tu vois vraiment une femme qui se prend la tête en disant merde, on n'arrive pas à faire un truc aussi simple avec mon mari, toutes les femmes y arrivent, tous les maris y arrivent, qu'est-ce qui cloche chez moi, qu'on n'arrive pas à faire, et tu vois vraiment elle sa détresse qu'elle a de se rendre compte qu'elle est peut-être pas normale vis-à-vis du reste de la société. C'est super intéressant. Je sais pas si le roman est disponible en français, parce que là je suis hyper curieux, j'aimerais bien lire ça. Franchement un super titre. Pour l'instant il y a 3 tomes au Japon, mais les Arts Noirs là ils ont un super titre, franchement un truc que je pense qu'ils ont dû galérer pour le titre, pour trouver un titre accrocheur et en même temps tu sais de quoi ça va parler et c'est très drôle. Et alors il y a un passage que j'ai beaucoup aimé, c'est que la première fois que le mari et la femme vont faire l'amour, il y a une métaphore où au fait que la femme, sa chatte est une forteresse, et le mari c'est un soldat qui veut rentrer dedans, et donc c'est une tête de pénis qui tape contre un mur. C'est génial, j'ai trouvé ça très bien. Franchement un super titre que je conseille, pas forcément aux enfants, plus aux adultes, voilà, mais c'est un super titre. Ensuite, on parle de Innocent Rouge, tome 9. Dans le tome précédent, le deuxième fils de Charles-Henri était mort, enfin, il s'est donné la mort, et donc on a un Charles-Henri qui est au bord du gouffre dans ce tome-là, qui est en totale dépression, qui veut plus faire ce qu'il a envie de faire, et en plus il sait que son meilleur ami, enfin un de ses amis, Louis XVI, va être tué de ses mains, donc ça le renforce encore plus cette culpabilité. Il est en train d'écrire des lettres comme quoi il veut abolir la peine de mort. Dans 400 ans, quoi. Voilà. Franchement, un super titre. Enfin, The Innocent Rouge, c'est toujours aussi bien. Et donc, on a un gros tome où on a Charles-Henri qui est en totale dépression, qui, vers la moitié du tome, se remet en question, se remet du poil de la bête. Et le tome se finit avec la mise à mort de Louis XVI, pas le dernier roi de France, parce qu'il y a eu Napoléon, après il y a eu un monde, il y a eu le retour des rois pendant quelques temps, je me souviens plus de tous mes cours d'histoire, mais je me sais pas le dernier roi de France, parce qu'il y en a eu un autre après, mais je sais plus qui. Je suis totalement en live là, mais franchement super, franchement toujours aussi bien. Et alors la fin avec le golem là, j'ai absolument rien compris. À voir le prochain tome, et en plus je crois que la série s'est terminée récemment au Japon, on va bientôt se terminer, donc voilà, super bien. Innocent Rouge, trop bien. Jojo Lion, tome 16, donc on avait laissé nos personnages principaux aux prises avec un stand zombie qui envoyait ses sbires attaquer à droite à gauche nos personnages principaux, qui étaient vraiment dans la merde. Franchement, tu dis cet homme avec une armée de zombies qui leur fonçait dessus, tu sais pas comment ils allaient se finir. Et donc, ils s'en sortent, et alors on a un passage où on a les origines de la mère de la famille Higashikata, donc ses origines, qu'est-ce qui s'est passé. C'était assez intéressant à voir la suite, mais en tout cas, Jojo Lion, bon, même si je sais toujours pas où l'auteur veut nous emmener, parce que j'avoue qu'il y a toujours cette histoire de Rokaka qui est autour, voilà, tout ça, mais on sait pas trop qui est encore le grand méchant. J'avoue qu'on est au bout du 16e tome, on ne sait pas vraiment qui est l'entité maléfique, le grand méchant. Bon, même si je mettrais bien un copec sur Jobin, là, le frère aîné qui a l'air de manipuler des choses, être au courant de plein de choses. Là, honnêtement, je sais, à moins que ce soit la mère qui était en prison, qui est sortie de prison dans le tome précédent, mais là, pour l'instant, j'avoue que je sais pas trop qui est le méchant, qui est le méchant principal de l'œuvre, et à voir. En tout cas, moi j'aime toujours autant Jojo Lion. Kingdom, tome 34, donc dans ce tome-là, la première moitié, le premier tiers, c'est la fin de l'arc de Kyukai qui s'est enfin vengé
qui a enfin vengé sa sœur, donc c'est enfin vengé elle-même, donc de la mort de sa sœur, donc ça y est, elle a enfin accompli son arc narratif, et donc elle a plus vraiment grand chose à raconter, donc l'auteur lui met une nouvelle quête. Elle a 2 objectifs dans la vie maintenant, à devenir un des grands généraux donc du pays de Qin, donc un des 6 grands généraux, donc c'est encore un rival pour Shin, et elle veut avoir un enfant avec Shin. Voilà, j'ai trouvé ce passage énorme où elle a dit oui, mais je sais comment on fait les enfants, on va dans une montagne, on trouve un truc, et on revient, on est enceinte. Fait non, ça se passe pas comme ça. Et là d'après, elle fait oh non, peut-être pas faire d'enfant tout de suite. Et la deuxième moitié, dernier tiers, c'est le nouvel arc où le frère de Heisei refait une révolution. Il est plus ou moins contraint, et j'ai l'impression que ça va partir dans un truc très dramatique, très, très dur. À voir les prochains tomes. Là, j'attends la prochaine fournée de tomes de chez Meian. Ils arrivent courant du mois de février, les 4 prochains tomes. J'ai hâte. Valkyrie Apocalypse tome 3. Wow, c'est toujours aussi bien, franchement c'est toujours aussi bien. Alors on avait laissé le tome 2 avec un combat entre Adam, le premier homme sur Terre, et Zeus. Et alors on a un petit flashback sur Adam, sa haine des dieux en fait, le fait qu'il il a pas vraiment la haine des dieux, et ça il le dit plus tard, je vais le dire un petit peu après. On découvre ses origines, donc comment Ève a mangé croqué la pomme, et en fait c'est un gros mytho, c'est le serpent qui a mangé la pomme, en disant ah regardez elle a mangé une pomme. Et j'aime bien comment le serpent est une sorte de créature hybride avec des bras et des jambes, et Adam lui coupe les bras et les jambes en disant maintenant tu pourras plus faire de mal, et donc il devient le serpent qui est juste un long corps. Voilà, je trouvais ça très intelligent. La relation Adam-Ève qui est très bien, Adam qui protège sa femme, et donc qui décide de allez vous faire foutre, moi je vais sur Terre et je vais fonder une famille. Et donc il fonde l'humanité, hein, finalement c'est le père de l'humanité, et il dit non mais moi je suis pas, j'ai pas la haine contre les dieux, je protège mes enfants. J'ai trouvé ce passage tellement puissant, et le combat final entre Zeus et Adam, impressionnant, et putain il a perdu. J'étais triste, j'étais non mais tu devais gagner. C'était dur, enfin, franchement le combat était trop bien, c'est impressionnant. Un tome, ouais, c'est quasiment 2 gros tomes là, quasiment Zeus contre Adam, et à la fin du tome, on a le début du prochain combat. Il a même pas commencé en fait, ils viennent juste ils se regardent et ils font on va commencer. C'est Poséidon, donc ouais, ce petit blond tout beau gosse, c'est Poséidon. Quand tu sais que c'est le grand frère de Zeus qui était un vieux croulant, c'est un peu bizarre. Et Kojiro Sasaki, alors pour ceux qui connaissent Vagabond, c'est le personnage sourd. C'est le rival du héros qui est sourd. Et on voit Musashi, donc qui est le héros de Vagabond, qui ressemble pas du tout au personnage de Vagabond, parce que c'est une grosse armoire, un gros mec en muscle, avec une grosse cicatrice partout. Voilà, et je sens qu'on va avoir un plein de combats aquatiques, ça va être des combats où ils vont s'envoyer des jets d'eau, ça va être impressionnant. J'ai hâte de voir le prochain tome, parce que voilà, en plus c'est sorti il y a quoi, au mois de septembre, le tome 1. En 3-4 mois, on a eu 3 tomes. Il y a un rythme assez soutenu, alors qu'au Japon, ils sont au tome 4 ou 5. Donc c'est-à-dire qu'on va bientôt arriver dans le moment où on va avoir un rythme très proche japonais, avec un tome tous les ans. Et ça va être triste parce que putain, j'adore ce titre et c'est toujours une bouffée d'air frais de lire chaque tome parce que c'est vraiment galvanisant. Gigant, tome 3. À la fin du précédent tome, on avait laissé Chio en prise avec le dieu de la destruction qui venait ravager Tokyo. Gros combat, et je m'attendais plus à un combat tokusatsu où ça allait pas taper dessus, truc de bourrin. Alors il y a des petites références, ils disent ouais c'est le titan féminin. Je fais Shingeki no Kyojin, je te reconnais, voilà, il y avait gros combat, et finalement je m'attendais à un combat beaucoup plus bourrin, et finalement c'est un peu plus stratégique. Chio devient petite, elle rentre dans le géant, et elle grossit, elle explose de l'intérieur. C'est malin, c'est du Ant-Man, voilà, mais très intelligent, franchement, c'était pas une mauvaise idée. Sinon, il y a eu la rencontre entre Chio et les parents du personnage principal. La mère est totalement dans son délire en disant mais t'es une femme adulte, t'as fait quoi avec mon fils, t'es qui toi? Alors que le fils dit non mais c'est ma femme, voilà, appréciez-la, voilà, c'est ma copine. J'ai beaucoup aimé le personnage qui devient un peu plus intéressant, c'est pas juste je veux coucher avec elle, même si bon, juste après il couche avec elle. Voilà, le mec, c'est ça. Non, je vais pas dire des trucs grossiers. Et là, le tome se finit sur un truc Attaque des Titans, quoi. Il y a plein de gens qui sont grands, voilà, tu sais pas trop pourquoi. Et alors, j'ai peut-être raté un passage du tome. Il y a plein de gens grands qui se comportent comme les titans dans Shingeki no Kyojin. Et c'est flippant. Là, ça m'a rappelé le dernier arc de Gantz, avec la race alien qui est super grande. Et j'ai eu ce sentiment-là, je dis oh putain, ça va me rappeler les moments les plus horribles de Gantz, parce que l'arc avec la race alien hyper grande, il y avait des moments de tension et flippant, angoissant, où t'as des races hyper grandes qui te considèrent comme du bétail. Là j'ai eu ce même sentiment, et que j'ai eu aussi dans Shingeki no Kyojin, et c'est oppressant, et j'adore. Voilà, franchement j'adore.
The Promised Neverland, tome 12. Donc dans le tome précédent, on avait fini l'arc Gold Tip Band, et on va dire que là, c'est le début du tome, c'est la transition, on va dire la vraie conclusion de l'arc, où c'est vraiment, voilà, tout ce qu'on a appris dans cet arc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour le prochain arc, qui est une ellipse. Voilà, donc ça se passe 1 an et demi à quelques après, où Enma et plusieurs autres explorent un peu le monde des démons, essaient de trouver certaines choses pour découvrir les 7 murs, donc qui est censé être le moyen pour eux de rompre le pacte et donc de pouvoir sortir de ça, sauf, enfin, donc, ça, le monde des démons et donc plus être du bétail, sauf qu'ils rencontrent des adversaires hyper dangereux, inattendus. Des humains, c'est ceux qui protègent le pacte, la promesse, et qui disent non, non, vous êtes du bétail, vous resterez là, vous sortez pas de ce monde. Et tu dis, putain, mais ils ont aucune aide. Même les humains, qui sont censés être un petit peu leurs amis, leurs alliés, ils veulent pas les aider. Et waouh, là, il y a un délire plus arme à feu, là, ça va te rentrer dans un... Enfin, là, il y a des adversaires qui sont comme eux, en fait. Donc tu dis, déjà, il y a plus côté inhumain des démons, où tu dis, c'est des créatures maléfiques, on peut les affronter. Là, ils ont une menace... qui est humaine, donc, et tu vois vraiment le côté maléfique de l'homme qui veut vraiment pas les aider, alors qu'il pourrait dire allez, allez venez les gars, on va vous aider, on va vous donner un coup de main. Là c'est la haine, c'est vraiment la méchanceté ultime, et je sais pas comment ça se finit. Je pense qu'il va y avoir des larmes là, je pense que le prochain tome il va être dur parce qu'il va y avoir du sacrifice, c'est sûr, il va y avoir des gens qui vont mourir, c'est sûr et certain, et je suis pas prêt. Inomaru Sumo, tome 18, un tome qui marque la fin du tournoi des lycéens, et surtout la première partie du titre, qui est donc l'arc, la partie lycée. Bon, après ça, j'en parlerai un petit peu après. Donc c'est le tome qui marque la fin du combat entre Sosuke et Inomaru, qui est donc qui se finit par la victoire de Inomaru, sans surprise, hein, même s'il y a des rebondissements, le combat est vraiment très, très bien. Et donc après ça, bon, comme Inomaru le souhaitait, il va pouvoir rentrer plus facilement dans le monde des pros, parce que vu son gabarit, il peut pas rentrer, donc il faut qu'il trouve la porte dérobée, et il peut prendre la porte dérobée pour rentrer dans le monde des pros. Et donc, c'est ainsi que se termine la première partie de Inomaru Sumo, donc la partie lycée, et on rentre maintenant dans le monde des pros. Donc il restera une dizaine de tomes dans le monde des pros, parce que la série s'est terminée au tome 28 au Japon. Et donc le dernier chapitre, c'est le monde des pros, qui est donc une ellipse de 1 an ou 2. Et en fait, alors, j'ai pas trop bien compris si c'était un cauchemar ou si c'est vraiment ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que les premiers matchs de Inomaru, ça s'est terminé par le bras cassé du héros. Ce qui fait que pendant 1 an ou 2, il a peut-être pas pu faire de match. Et là, j'ai cru comprendre ça, hein. Peut-être que j'ai mal compris le truc, peut-être que j'ai mal interprété les choses, peut-être que c'est juste un cauchemar, mais j'ai vraiment l'impression qu'il a perdu son bras s'est tordu pendant un match, et qu'il a eu 1 an de pause. C'est pour ça qu'il y a une ellipse de 1 an ou 2 entre la première et la deuxième partie. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette deuxième partie. Est-ce que les combats vont être mieux? Je l'espère. C'est comme un monde des pros maintenant, des vrais adversaires. Surtout que là maintenant il va être tout seul, parce que ça va être que des matchs solo. Donc peut-être un peu plus court aussi, parce que là c'est vrai qu'on a des matchs en équipe, donc on a beaucoup de matchs à enchaîner, sans Inomaru. De toute façon il reste une dizaine de tomes. Je suis quand même content que Glénat ait poursuivi le titre, parce que 18 tomes sur du sumo, qui n'est pas un sport qu'on apprécie plus que ça en France, qui n'est pas non plus qui est pas hyper médiatisé, donc forcément il reste 10 tomes, donc j'ai hâte de voir la fin. Loba Loca volume 4 sur 6 de ce petit spin-off de Mutafukaz, et j'ai qu'une chose à dire, on a vu Angelino et Vince dans ce tome, on les voit, il y a une page où on les voit, et je dis merde, est-ce qu'on va voir ce passage dans la suite de Mutafukaz? Je ne sais pas, et donc est-ce que ça commence à faire les liens entre Mutafukaz, hormis le personnage d'El Tigre et la fille d'El Diablo? Donc eux, dans ce tome-là, ils partent à la recherche, ils vont sur la tombe des catcheurs qui sont morts dans la série Mutafukaz pour se recueillir. Il y a un personnage, un des luchadors qui apparaît, j'ai pas su qui c'était, j'ai pas réussi à dire ah c'est ce luchador là, bon après j'ai pas tous les noms en tête, et franchement c'était super bien. J'ai beaucoup aimé le passage où Guada raconte un petit peu son mal-être du fait qu'elle soit métisse, qu'elle soit à la fois blanche et à la fois latino, enfin qu'elle soit hispanique, et qu'elle dit ouais les hispaniques ils me considèrent comme une blanche, les blanches comme une hispanique, et des gens des fois me traitent de chinoise. Je sais pas qui je suis, voilà, c'était assez intéressant, qu'elle explique un peu son mal-être et un petit peu pourquoi elle s'énerve dans les premiers tomes. Et il y a son adversaire du tome 3 qui revient, ça va être le tome 5 va être assez saignant, je pense, il va y avoir de la grosse baston. De toute façon, moi j'aime vraiment beaucoup, et je vous conseille de vous y intéresser, au moins de commencer par Mutafukaz, qui est un super comics. Donc voilà, c'était mes lectures, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez, et comme d'habitude, en description, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi je vous dis à plus, continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.